Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de 15 heures au sommaire de l'actualité. Le président de la République a parrainé aujourd'hui au Kempinski Palace Hotel une cérémonie de signature de 4 conventions portant sur les ports et zones portuaires entre Djibouti et les investisseurs chinois. Le président chinois Xi Jinping attendu demain en Arabie Saoudite. Voilà pour le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. Le président Guélé a parrainé aujourd'hui au Kempinski Palace une cérémonie de signature de 4 conventions portant sur les ports et zones portuaires entre Djibouti et des investisseurs chinois. Outre le président, de très nombreux ministres ont assisté à cette cérémonie, ainsi que la chargée d'affaires de l'ambassade de Chine et les promoteurs chinois. Le président a été accueilli à son arrivée par le président des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, ainsi que la chargée d'affaires de l'ambassade de Chine et les promoteurs chinois. Étaient présents notamment le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, le ministre des Finances, le ministre de l'Intérieur, ainsi que de nombreux hauts responsables djiboutiens. Le premier accord a été paraphé par le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi et M. Hu Jinho. Ce premier accord porte sur la construction d'une nouvelle zone franche sur une superficie totale de 4,8 km². La première tranche de cette zone couvrira une superficie de 1,5 km². Elle sera la plus gigantesque zone franche et la plus grande du continent africain. Pour ce qui est du second accord, il porte sur le lancement par la Chine de la nouvelle route de la soie. Djibouti a été choisi comme le bureau africain de la route de soie, un projet pour la Chine un projet important pour la Chine dont l'investissement total s'élève à 48 milliards de dollars. Il convient de rappeler que la route de la soie désigne un réseau ancien de routes commerciales entre l'Asie et l'Europe, reliant la ville de Schengen, donc l'actuel Xinjiang. Aujourd'hui, cette nouvelle route reliera la Chine à l'Afrique en passant par le Golfe. Et pour ce qui est du troisième accord, il porte notamment sur l'établissement d'une chambre de compensation qui permettra aux opérateurs économiques djiboutiens de réaliser des échanges avec la Chine, c'est-à-dire avec le franc Djibouti directement. Pas mal d'entreprises qui a essentiellement pour activité, pour mission, de faciliter et de créer un environnement pour promouvoir un peu les échanges avec la Chine et surtout créer des infrastructures qui permettront aux commerçants, à la fois des Djiboutiens, africains, d'échanger plus facilement avec l'Afrique. Il s'agit de la création d'une plateforme qui permettra de se faire réaliser un échange direct avec la Chine, RMB avec les francs Djibouti directement. En fait, c'est une espèce de chambre de compensation qui permettra à nos opérateurs d'avoir plus de facilité pour commercer avec la Chine. Et à travers Djibouti, nous espérons permettre à pratiquement tous les pays de la région d'utiliser cette plateforme pour commercer avec la Chine. Cette plateforme permet également d'élargir les horizons avec les activités du port. Nous avons une grosse zone zone franche qui va s'établir sur Doralé, qui a été développée par les autorités du port et des zones franches, qui permettra, comme on l'avait déjà dit à plusieurs fois, d'attirer des investisseurs. Les Chinois sont déjà là, ils sont là en masse et ils sont intéressés de s'implanter assez rapidement. Donc ce matin, nous avons signé quelques conventions qui permettront à ces groupes de s'installer définitivement dans ces zones-là. Aujourd'hui, ces signatures de 4 accords concernent les infrastructures de la zone franche que nous allons commencer la construction dans les mois qui viennent. Il s'agit des 42 000 km² de zone franche industrielle. Et parmi ces 48 000 km², nous allons commencer 1,5 km des kilomètres carrés cette année et finir ces projets avant décembre 2016. Vous savez, ça va apporter beaucoup à l'économie nationale. Ça va résoudre les problèmes d'emploi que connaît notre pays. Donc il y a des sociétés, des industries qui vont venir s'installer à Djibouti. Et nous espérons attirer les 20 premières industries
au courant de 2017 et terminer les travaux d'infrastructure avant la fin de cette année, au mois de décembre plus tard. Donc c'est un projet qui porte beaucoup d'espoir pour notre pays. Et c'est la vision et l'objectif du président de la République de résoudre ces problèmes des chômage des jeunes. Et c'est dans ce cadre-là que ces travaux d'infrastructure ont été lancés. Et le deuxième projet concerne la route de la soie. Comme vous êtes au courant, la route de la soie a deux itinéraires. L'un qui passe par la terre et puis l'autre par la voie maritime. Et l'itinéraire qui passe par la voie maritime, nous sommes heureux d'apprendre que ça passera par Djibouti. Et ça a été confirmé. Donc on va signer aussi un deuxième accord au niveau de Port-Raison-Franche en ce qui concerne la route de la soie. Et enfin, le quatrième accord signé par le ministre de l'économie et des finances, et M. Liu Feng, porte sur un accord cadre de développement de la coopération stratégique avec la Chine pour faire de Djibouti une place bancaire et financière régionale. Cet accord va permettre aux banques chinoises de s'installer à Djibouti dans le cadre du projet de la route de soie et permettra aussi de fluidifier le flux financier entre l'Afrique et l'Asie. Bref, la République de Djibouti a été choisie comme pays récipiendaire. This agreement is to help. Et par la suite, le chef de l'État a eu une rencontre avec la délégation chinoise. Les discussions ont essentiellement porté sur des relations bilatérales existantes entre la République de Djibouti et la Chine. L'entrevue a vu la participation, outre du chef de l'État, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douale, ainsi que plusieurs autres responsables. labadaa waxa weeyaan maxaa la yidhaahdaa. Il y a deux choses ici, que Djibouti soit un grand centre d'échange monétaire et commercial au niveau africain. Ce centre sera, selon le président, le premier du genre que le gouvernement est sur le point d'entamer sa construction. Le but essentiel de cette démarche est de relever le niveau de devises chinoises et djiboutiennes, sachant que jusqu'à ce jour, les différentes transactions au niveau mondial s'effectuent uniquement en dollars. Ainsi, dans le gouvernement chinois, a précisé le chef de l'État, l'ambition et le désir de remonter la valeur et yuan, la devise chinoise, en faisant de sorte que les échanges commerciaux s'effectueront à partir de ce centre en yuan. Cela va engendrer des grands bénéfices, a-t-il dit, et une renommée internationale pour nous et nos partenaires. Deuxièmement, a-t-il poursuivi, il a été prévu au départ 48 km² seront occupés par des entreprises de différents espaces commerciaux de tendance libérale. Cela, a souligné le président Guélé, c'était ce qui devait se faire dans un avenir proche. Mais moi, j'ai demandé au gouvernement chinois d'aller plus vite et de mettre sur place au moins pour commencer un premier espace commercial d'1 km² et qui sera achevé de préférence cette année. Selon le président, la construction va bien sûr créer et engendrer entre 15 000 et 10 000 emplois, et cela très rapidement, car les entreprises chinoises seront sur place, les produits seront manufacturés sur place et exportés à partir de ce centre et de chez nous. Également dans l'actualité, il y a l'athlète cubain Javier Sotomayor qui est reçu par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. À son tour, l'athlète cubain, ancien champion du monde et médaillé olympique du saut en hauteur. Ce dernier a été invité à Djibouti par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport.
L'entrevue entre l'athlète et le Premier ministre s'est déroulée en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et des sports, Badoul Hassan Badoul, l'ambassadeur de Cuba à Djibouti et le secrétaire général du département de la jeunesse et des sports, Wahib Hamadou. Le Premier ministre a remercié l'athlète pour son déplacement à Djibouti et a souligné que sa visite permettra aux sportifs djiboutiens de profiter de son expérience. Et le grand champion a également rendu visite au président de l'Assemblée. Le chef de l'hémicycle a reçu aussi le champion cubain, détenteur du record du monde en saut en hauteur. Il a été introduit auprès du président de l'Assemblée par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul. L'ambassadeur de Cuba à Djibouti et de nombreux parlementaires ont assisté à l'entretien. Le président de l'Assemblée a félicité le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport pour avoir pris cette initiative d'inviter ce grand champion. Cette visite, a-t-il souligné, aura son impact sur les jeunes qui voudront lui ressembler ou s'intéresser au moins au saut en hauteur. Et ce dernier, le célèbre recordman du monde en saut en hauteur, a pu également aller à la rencontre des sportifs djiboutiens. Cela s'est passé à l'Institut de formation des cadres et des sportifs de la commune de Balbala. Cette rencontre initiée par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a pour but de renforcer le développement du sport djiboutien conformément à la feuille de route tracée par le chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, qui demeure le premier supporter du sport national. Sotomayor a partagé ses expériences avec le mouvement sportif djiboutien. Il s'est déclaré heureux de se retrouver parmi nous à Djibouti et a exprimé ses vifs remerciements au secrétaire d'État à la jeunesse et au sport pour l'invitation et l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. D'autant qu'il a été reçu par les plus hautes autorités du pays. Le secrétaire général au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a quant à lui rappelé que cette visite s'inscrit dans le cadre de la promotion et développement du sport national. Il a également souligné qu'elle a pu être possible que grâce à l'excellente collaboration qui existe entre les deux pays, à savoir Djibouti et Cuba. L'ambassadeur de Cuba à Djibouti a, après avoir remercié la République de Djibouti pour l'invitation adressée à ce grand sportif de renommée mondiale, a rappelé que cette visite permettrait d'étudier les possibilités de rehausser le niveau du sport national. Il y a aussi des experts cubains qui sont là pour collaborer et renforcer le sport et le développement du sport djibouitien. Aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir pour nous, les Cubains, en particulier pour moi, et notre invité de marque, M. Javier Sotomayor, et les entraîneurs cubains qui sont ici présents. Nous remercions beaucoup la gentillesse et de la part du secrétaire d'État particulièrement et du gouvernement de Djibouti pour l'invitation qu'il a adressée à M. Sotomayor pour faire une visite ici, une visite d'échange au point de vue sportif, de pouvoir voir les possibilités de développer les sports à Djibouti. Dans le reste de l'actualité, signature d'une convention de subvention, le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Douale, et le directeur de l'agence française de développement, Jean-Philippe Natal, ont procédé ce matin à la signature d'une convention de financement, dite Fonds pour les études et de renforcement des capacités. Cette convention a été signée en présence de l'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guilou. Cette subvention dite Fonds d'études et de renforcement des capacités d'un montant de 300 000 € est essentiellement destinée à financer l'appui à la mise en place du cadre juridique et institutionnel des partenariats publics-privés en République de Djibouti. Le programme concerne l'amélioration de l'environnement des affaires et vise à inciter le secteur privé à participer au développement des infrastructures. Continue à développer les relations entre la France et Djibouti, et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit la signature de cette convention, qui est importante à nos yeux parce qu'elle contribue à renforcer l'attractivité de Djibouti en matière d'investissement étranger, investissement français. Et la signature de cet accord sert à moderniser l'arsenal législatif djiboutien, à l'adapter aux nouveaux moyens de développement, d'investissement. Et comme l'a dit Monsieur le ministre, c'est un cadre qui servira à favoriser le financement d'opérations
à partir de fonds publics, mais également en utilisant davantage la ressource d'investisseurs privés. Et c'est dans ce cadre-là que l'Agence française de développement, France Expertise Internationale, ont apporté leur savoir-faire, vont apporter leur savoir-faire pour développer, renforcer, moderniser la législation djiboutienne. En mettant en place un accord de partenariat public-privé bien défini et clair, on va stimuler l'investissement. Ainsi, par le biais d'un contrat bien établi, l'autorité publique fait appel à une entreprise privée pour financer, concevoir, construire ou gérer un équipement. Afin d'attirer les investissements privés, le gouvernement s'est engagé à mettre en place ce cadre juridique et institutionnel approprié. Écoutons d'ailleurs les explications du ministre des Finances. Comme vous savez, la République de Djibouti et la France partagent beaucoup d'histoires et beaucoup d'intérêts depuis toujours. Et nous sommes dans ce processus de développement de la coopération entre nos deux pays. En l'occurrence ici sur un sujet hautement stratégique et d'importance pour la République de Djibouti, c'est-à-dire la promotion des investissements directs étrangers. Cet investissement direct étranger a besoin des conditions institutionnel, juridique pour pouvoir être généré et donc profiter à la République de Djibouti. Ces conditions sont donc un cadre institutionnel pour développer les partenariats publics-privés. On sait très bien que désormais, la capacité du gouvernement, comme la capacité de certaines institutions, sont limitées parce que les ressources ne sont pas illimitées. En dehors de ce qui relève des priorités du gouvernement et donc de l'obligation du gouvernement, tous les autres investissements doivent être développés par des partenariats ou voire des investissements privés directs, que ce soit national, mais également internationaux. Donc c'est ce cadre-là que Expertise France va pouvoir apporter leur concours pour mettre en place ce cadre juridique et former nos collaborateurs, les spécialistes djiboutiens, dans ce type d'action, de processus. Et c'est pour cela que donc avec l'AFD et la République française finançant donc tout ce processus, nous remercions l'ambassadeur que nous accueillons chaleureusement en République de Djibouti d'ailleurs, mais également donc de cette coopération qui a plus de 40 ans maintenant avec l'AFD en République de Djibouti. Également dans l'actualité, le ministre de la Communication en déplacement à Tadjoura. Une forte délégation avec à sa tête le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Ali Hassan Bahdan, s'est rendu hier à Adaïlou. Cette délégation comprenait également plusieurs responsables de la société Djibouti Télécom, le préfet de la région de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Benoïta, ainsi que le président du conseil régional de Tadjoura, Hassan Hussein. Ce déplacement consistait à vérifier le bon fonctionnement du réseau de connexion de la téléphonie mobile et de sa portée. À son arrivée sur les lieux, la délégation a été accueillie chaleureusement par les Rukal d'Adaïlou et de Defenetou. Ensuite, ils ont fait un briefing avec les sages de Wema pour répondre à leurs doléances. Les sages ont d'ailleurs tenu à remercier le ministre de la Communication qui a initié ce projet important dans leur quotidien afin qu'ils puissent entrer en contact avec leurs proches. Afin de rendre le faisceau RTN fonctionnel, donc le nombre d'antennes de réception et de renvoi des communications ont été multipliées. La région de Wema est ainsi progressivement couverte pour recevoir ou envoyer des appels téléphoniques et bénéficier de la connexion Internet. Les sages ont répondu qu'ils sont conscients qu'avec l'installation du réseau et d'une centrale solaire, l'accès à l'Internet sera un grand avantage. Le ministre de la Communication a remercié les locales de Adelou et du Defenetou pour leur accueil et leur a promis que toute la région de Wema sera couverte pour l'accès au réseau du téléphone mobile et l'Internet. Enfin, la délégation s'est rendue sur le site où a été installée la centrale solaire. Le ministre a fait un briefing sur l'importance de ces équipements coréens. Par la suite, la délégation a visité le site du réseau portable. Et des délégués du Bureau international du travail sont à Djibouti. Ils ont entrepris un séjour à Djibouti. Ces délégations composées de 2 experts, Monar Ndia, juriste principal, et de Franco Amato en charge des questions sur le respect des normes internationales du travail.
Cette visite fait une suite à une requête introduite par le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration pour une assistance technique dans le domaine du respect des normes internationales et du travail. Ces deux experts vont animer un atelier de formation pendant 4 jours à l'INAP. Ils devront ainsi renforcer les compétences des cadres du ministère du Travail et des services d'inspection. Cette expertise va contribuer ainsi au respect des obligations. Le texte sera ensuite soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale. Ce séjour va permettre enfin de redynamiser les relations de travail et de coopération entre le Bureau international du travail et la République de Djibouti. Une formation et aussi des rapports en matière de soumission et également avoir des rapports article 22, c'est-à-dire sur les conventions ratifiées. Donc j'espère que cette mission sera fructueuse et d'après le nombre élevé de personnes ici présentes dans la salle, j'ai déjà un grand intérêt pour les travaux de cette semaine. Voilà donc pour les propos de deux experts. Écoutez cette fois pour plus de précisions le directeur du travail. Je voudrais remercier le Bureau international du travail et particulièrement le département de normes pour avoir répondu favorablement à notre requête pour une assistance technique qui nous permettrait de nous mettre à jour en matière de soumission de normes internationales du travail aux autorités compétentes ainsi que la présentation des rapports sur les conventions ratifiées. Cette initiative témoigne du dynamisme des relations de coopération existant entre le BIT et la République de Djibouti. Cette expertise va contribuer en premier lieu à renforcer les capacités des cadres de la direction du travail et de l'inspection du travail impliqués dans les relations avec le BIT et va également permettre à notre pays d'être en règle et à jour avec les sollicitations du BIT, à savoir la soumission des rapports réguliers et les réponses aux demandes directes et observations de la commission des experts du BIT. Et le sujet magazine de ce dimanche, c'est l'Éthiopie qui est parmi les 5 économies les plus dynamiques au monde après une décennie d'expansion continue. Le pays a affiché en 2013 et en 2014 pour la 11e année consécutive une forte croissance estimée à 10,3%. Les données ainsi que d'autres sources indiquent qu'au cours des 12 ou 13 dernières années, l'Éthiopie a connu une croissance colossale en termes de croissance économique en général, mais plus encore la réduction de la pauvreté démontre également les avancées réalisées dans de nombreux aspects de l'objectif du millénaire pour le développement. Voici un magazine de la rédaction. L'Éthiopie. Voilà encore un pays qui connaît aujourd'hui une croissance économique absolument étonnante. Les tours et des bâtiments flambant neufs montent dans la capitale éthiopienne. Depuis une décennie, l'économie éthiopienne est une des plus dynamiques de la planète. Elle pourrait à terme dépasser celle du Kenya. Il suffit de se promener dans Addis Abeba. Les immeubles y poussent comme des champignons. La capitale se dote même d'un métro aérien. La construction de ces bâtiments qui jalonnent le long des principales voies de la capitale éthiopienne témoigne de la croissance rapide de l'économie éthiopienne. Avec un fort taux de croissance de 8 à 10%, le pays a réalisé des progrès considérables pour devenir l'une des économies qui se sont développées le plus rapidement au monde. Elle est en passe de devenir la locomotive de l'économie des pays de l'Afrique de l'Est. Nous sommes en plein cœur d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne qui est en plein essor avec les grands chantiers en construction. L'Éthiopie passe progressivement d'un statut du pays agricole à celui d'un pays industrialisé. Le pays compte figurer parmi les pays émergents. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn lors d'une interview accordée à notre chaîne. Rappelons que cette année, l'Éthiopie est devenue la première destination touristique du monde. Le pays est en pleine mutation. Tout a commencé avec l'accession au pouvoir du défunt Premier ministre éthiopien Meles Zenawi, qui a su arrêter des orientations qui à ce jour ont abouti aux résultats escomptés. Le chemin vers le progrès tracé par feu Meles Zenawi est aussi poursuivi par l'actuel Premier ministre Haile Mariam Desalegn. Un tel progrès résulte du choix de multiples orientations stratégiques dans différents secteurs, dans l'agriculture et l'amélioration des prestations de services.
Ainsi, d'importantes réformes sont menées actuellement pour renforcer le service et la production agricole, qui reste la base essentielle de l'économie éthiopienne. Le pays connaît ce rythme de développement depuis plus d'une décennie. Le développement de l'Éthiopie est unanimement reconnu comme étant une des grandes réussites du continent africain. Sur le plan de l'énergie, l'Éthiopie a intensifié, grâce à un immense barrage, celui de la Renaissance, sa production d'électricité indispensable au développement en cours. À signaler également le renforcement des sites touristiques du pays qui a accueilli en 2015 le plus important nombre de touristes au monde. En raison de ce développement, le pays a su attirer bon nombre d'investisseurs étrangers, à la tête desquels se trouve la Chine. Cette dernière finance les plus grands projets d'infrastructures en cours de réalisation ou déjà réalisés. Des sociétés chinoises ont par ailleurs délocalisé leurs usines de production ici en Éthiopie en raison d'une main-d'œuvre qualifiée et bon marché. Depuis quelques années, le gouvernement éthiopien met tout en œuvre pour faire les industries étrangères. Au ministère de l'économie, on assume parfaitement ce choix politique. Il n'aurait que des avantages à mettre le peuple au travail. Le gouvernement éthiopien veut éradiquer la pauvreté et créer des emplois. L'Éthiopie accueille des milliers d'entreprises avec des investisseurs chinois, turcs, de toute nationalité. Le pays veut des profits maximum. Actualité à présent de nos frontières, le président chinois Xi Jinping est attendu demain en Arabie Saoudite, puis effectuera des déplacements en Égypte, ensuite en Iran. La Chine a appelé Téhéran et Riyad au calme et à la retenue dans leurs relations. Pékin plaide pour une désescalade des tensions dans leurs relations. Idil Saadotan nous fait le point. M. Jinping effectuera ses visites du 19 au 23 janvier, a écrit le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lu Kang, dans un communiqué publié sur le site internet du ministère. Cette tournée de Xi Jinping intervient alors qu'un diplomate chinois a appelé lundi dernier l'Iran et l'Arabie Saoudite à faire preuve de calme et de retenue dans leurs relations, à l'occasion des visites successives la semaine dernière dans les deux pays. Rappelons que le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Zhang Mig, a rencontré la semaine dernière des hauts responsables saoudiens puis iraniens au cours des visites de 2 jours dans chacun des deux pays, avait indiqué la diplomatie chinoise. En Arabie Saoudite, M. Zhang avait exprimé, je cite, l'espoir que toutes les parties concernées fassent preuve de calme et de retenue et entreprennent des efforts concertés pour une désescalade des tensions dans la relation, selon les communiqués chinois. À Téhéran, l'envoyé de Pékin a répété les mêmes exhortations au calme et à la retenue et a déclaré espérer que toutes les parties travaillent de concert pour préserver la paix et la stabilité dans la région, d'après un autre communiqué. La Chine dépend du Moyen-Orient pour l'essentiel de ses importations en pétrole, mais elle se garde habituellement de s'impliquer dans les tensions et conflits qui divisent la région. Et au Burkina Faso, l'on a entamé hier un deuil national de 3 jours après l'attaque menée par des djihadistes qui a coûté la vie à 29 personnes et fait une trentaine de blessés. Hussein Aoulet. Le Burkina Faso a entamé hier un deuil national de 3 jours. Et c'est après l'attaque des djihadistes affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Cette attaque a été menée au cœur d'Ouagadougou, la capitale burkinabé. L'attentat terroriste qui a visé un hôtel de la ville a fait 29 morts, dont de nombreux étrangers. Depuis l'attaque, les forces de l'ordre poursuivent des opérations de ratissage à la recherche d'éventuels autres hommes armés. Le président burkinabé, Christian Kaboré, a annoncé que la sécurité serait relevée d'un cran dans le pays pour faire face à d'autres menaces. Dans un message télévisé adressé à la nation, il a demandé à la population de respecter les nouvelles restrictions de circulation imposées pour des raisons de sécurité. Le chef de l'État a demandé aux Burkinabés de rester unis dans le combat contre le terrorisme. Dans la capitale Ouagadougou, les forces de l'ordre ont fouillé 129 hôtels à la recherche d'éventuels combattants djihadistes. 12 enquêteurs français, 6 gendarmes et 6 policiers sont arrivés hier au Burkina Faso pour aider les forces de sécurité du pays à mener l'enquête.
Et on va en Syrie pour finir. 400 civils ont été enlevés par Daesh dans la province de Deir el-Zor. D'autres hommes sont jugés proches du régime, ont directement été abattus. Le point de la situation avec Fardos Hussein. Ils sont plus de 400 civils dans les environs de la ville syrienne de Deir el-Zor à avoir été enlevés ces dernières heures par l'organisation État islamique, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des femmes, des enfants, des combattants pro-régime figurent au nombre de personnes kidnappées. Ce nouveau forfait du mouvement djihadiste fait suite à un massacre d'au moins 135 personnes dans ce secteur. Les médias État syrien avancent pour leur part le chiffre de 300 civils tués. À Raqqa, le bastion de Daesh dans l'est du pays, 40 civils auraient été tués, dont 8 enfants, dans des raids aériens menés ce samedi. De leur côté, les Russes qui tuent chaque jour des dizaines de Syriens dans leur bombardement aérien intensif afin de maintenir en place le régime de Bachar el-Assad ont commencé des opérations d'envoi d'aide à quelques 200 000 personnes en état de siège dans le secteur de Deir el-Zor. Des opérations menées conjointement avec le régime de Damas. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve juste après la pause pour le focus. Reste avec nous sur Télé Djibouti. Place maintenant au focus. Fardos Hussein Marie-Jean. Bonjour Fardos. Bonjour. On commence ce focus par ce débat démocrate. Hillary Clinton tente d'enrayer la révolution Sanders. Tout à fait, Asma. La favorite à la primaire démocrate américaine Hillary Clinton a fourbi les armes hier soir contre son challenger Bernie Sanders lors d'un ultime débat avant le début de primaire le 1er février prochain dans l'Iowa puis le 9 dans le New Hampshire. L'ancienne secrétaire d'État qui est en tête des intentions de vote Asma démocrate au niveau national voit son adversaire progresser dans l'Iowa et dans le New Hampshire, s'est efforcé de déstabiliser le sénateur du Vermont qui se présente aux socialistes démocrates occupant l'espace laissé à la gauche par sa rivale Hillary Clinton, s'est présenté comme la candidate la plus capable de gérer un pays polarisé, régulant Bernie Sanders au rang de néophyte. À un moment où les républicains sont particulièrement déterminés à annuler les acquis des années Obama, dans la santé notamment, l'immigration, l'environnement et le droit à l'avortement. Bernie Sanders a avancé qu'il voulait s'appuyer sur l'Obamacare pour rendre l'assurance santé encore plus abordable. L'assurance maladie, a-t-il dit, devrait être un droit pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant, a martelé Bernie Sanders, mais sa proposition a un coût qui doublerait le budget fédéral que le socialiste et démocrate financerait par de nouveaux impôts. Hillary Clinton a critiqué l'irresponsabilité d'une telle refonte. C'est justement l'ambitieuse révolution politique de Bernie Sanders qui galvanise ses partisans. Il dénonce un système économique truqué, manipulé par Wall Street et les lobbies. Il condamne la collusion des hommes politiques avec le secteur financier visant Hillary Clinton et ses réseaux new-yorkais. Notamment en 2015, elle a prononcé un discours rémunéré par les entreprises et les lobbies. Et un mot sport, en tennis. Tout à fait, en tennis, Djokovic victime d'une tentative de corruption. Dans la foulée des révélations des médias britanniques sur des matchs de tennis truqués, le numéro 1 mondial a révélé qu'il avait lui aussi été approché afin de perdre des rencontres, une tentative de corruption qui a eu lieu en 2007. L'enquête sur des supposés matchs truqués dans le tennis professionnel, publiée hier par la BBC et le site internet BuzzFeed, n'aurait pas tardé à susciter de réactions. Ce matin, justement, après avoir disputé le premier tour de l'Open d'Australie, le numéro 1 mondial Novak Djokovic a révélé qu'il avait lui-même été victime d'une tentative de corruption en 2007. Le Serbe a expliqué qu'il avait été sollicité afin de perdre un match volontairement, des matchs lors du tournoi, notamment de Saint-Pétersbourg-Asma. Il a estimé que l'image du tennis mondial n'était pas affectée par ces soupçons de corruption, estimant que les autorités de tennis avaient amélioré les moyens de lutter contre ce type de dérive. Voilà, merci Fardos pour ce focus et pour ces éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.